Donc, je vais tout de suite passer la parole à nos invités. Je suis Géraldine et je vous reçois au nom de l'INA pour un événement qui est inspiré de nos lundis de l'INA. Vous rassurez-vous, on a bien compris qu'on était samedi. Mais ce sont des soirées qu'historiquement on organisait le lundi soir. Et cette année, on a eu un cycle, on a collaboré avec Ouzbek Erika, qui nous a amené son regard prospectif sur un certain nombre de sujets. Et donc aujourd'hui, l'électro, dont on va parler, avec des archives, avec des images, et surtout avec nos invités, donc Maud Geffray, Antoine Buffard. Merci à eux, et merci à Thierry d'animer cette ouverture. Merci à toi, Géraldine. Et ouais, mais oui, tout à fait. Alors effectivement, on est dans le cadre d'un lundi de l'INA, mais bon, on n'est pas à une contradiction près. Le principe, pour ceux qui ne le savent pas, des lundis de l'INA, c'est d'interroger les archives et de les faire parler. Et, et de se replonger dans ce qui se racontait hier en confrontant les images avec des observateurs d'aujourd'hui. Et pour nous, Uzbek Erika, c'est un moyen aussi de jouer sur la temporalité. Nous, on est un média qui s'intéresse au futur, qui fait de la prospective. Et quand on regarde les images d'hier et la manière dont les témoins de l'époque portaient le regard sur tout un tas de disciplines, ça nous permet d'interroger justement le rapport qu'on a au futur. Alors ça tombe bien, en plus aujourd'hui on va traiter d'une question qui est la musique électronique au sens large. Je poserai la question évidemment à nos deux invités de son rapport avec le futur, mais on est là typiquement dans un domaine qui se prête à l'exercice temporel. Alors, on a une petite heure, ça va bien se passer, vous aurez même le droit, je pense, si vous êtes sage, à la parole. On va diffuser 3 extraits qui ont été préparés par Mathieu Bollon et Jean-Michel Briard, que je voudrais remercier chaleureusement et qui travaillent à l'INA à faire du digging. Je ne sais pas si on peut déjà entrer dans le vif du sujet avec cette manière d'aller creuser, d'aller chercher des pépites. Et puis évidemment, à chaque fois, je demanderai à nos deux invités de réagir sur ces extraits. Alors, en orange, couleur Hollande, Antoine Buffard, salut, merci d'être là. Donc, tu es le président de Trax. Oui, c'est ça, bonjour. Alors, Trax est partenaire d'Ina Sound. Trax est un magazine qui traite des musiques électroniques au sens large. C'est bien ça? Ouais, c'est Mais ça. tu es aussi DJ. Oui. L'un n'empêche pas l'autre. Là, bah, j'espère bien. Sous le nom de Calcium. Et d'ailleurs, tu vas mixer tout à l'heure, presque à la sortie de cette table ronde, à l'extérieur, donc en plein cagnard. Ouais, c'est 2 salles, 2 ambiances. 2 salles, 2 ambiances. Donc préparez vos parasols. Et puis juste à côté de moi, Maud Geffray. Salut Maud. Salut. Donc je ne sais pas de quel pays est ton blouson, mais en revanche, toi, tu mixes demain soir vers minuit et demi, donc je pense que tu auras peut-être plutôt besoin d'un blouson. Tu es DJ. Oui. Tu as fondé, ou cofondé, le duo Scratch Massive. Exactement. Mais tu es aussi DJ solo. Oui, je suis DJ solo et je produis aussi de la musique en solo à côté de mon groupe Scratch Massive. Voilà. Qui continue à... Qui continue aussi. L'un n'empêche pas l'autre, pareil. Alors, entrons dans le vif du sujet sur déjà la définition. Moi, je suis très frappé. Alors moi, je ne suis pas un grand spécialiste. Hein. Vous allez peut-être vous en rendre compte quand ma langue va fourcher sur certains termes. De quoi parle-t-on quand on parle de musique électronique? Est-ce qu'on parle de techno? On a là dans le titre de notre table ronde le terme de musique concrète. On pouvait aussi parler de bruitisme, de musique bruitiste, de musique expérimentale, d'électroacoustique. Est-ce que, juste en 2 secondes, avant de lancer le premier extrait, on peut avoir une petite définition du domaine qui nous intéresse aujourd'hui? Maud? La musique électronique, pour moi, c'est un médium uniquement. Donc après, il n'y a aucune
définition de limitation derrière sur les styles. Mais c'est un chapeau, c'est-à-dire que c'est un de la chapeau, musique électronique très va vaste. venir l'acid, la house, la techno. Toutes sortes de musique faites avec donc ce médium qui est l'ordinateur, les éléments technologiques autour, mais c'est vraiment uniquement un médium. Après, techno, électro, il y a tellement il y a des gens qui sont amusés à faire des schémas comme ça. Il y a des schémas qui existent où telle influence plus celle-ci égalerait celle-ci, qui se mélange à celle-ci, qui... bon, je pense que ça peut être intéressant de le regarder, par exemple, parce que ça existe. Je ne me lancerai pas là-dedans, mais c'est un médium qui chapeaute un peu tous les styles. Donc c'est d'abord la question technique, Antoine. C'est que c'est pas aussi mathématique, ouais, que ces graphiques-là, mais surtout la musique électronique, c'est pas un genre musical comme le rock ou la techno, qui ça sont des genres musicaux. C'est une manière de faire de la musique. Donc c'est une plus grande famille et qui veut simplement dire faire de la musique avec des technologies et en général avec une passion pour les nouvelles technologies. Et ça fait 100 ans à peu près que ça existe, qu'à partir du moment en fait, où on a pu enregistrer la musique et la fixer sur un support, donc des disques ou des bandes magnétiques ou un certain nombre d'autres choses, à partir de ce moment-là, on a pu modifier la matière sonore. Et c'est à partir de ça qu'on date la naissance des musiques électroniques. Donc ça reste assez théorique, mais ça explique pourquoi son évolution et pourquoi c'est divisé en autant de genres musicaux. Mais c'est un grand tout qui est peut-être uni par cette passion pour les technologies. Ouais. Donc vous deux, par exemple, puisque je vous ai sous la main, vous vous êtes intéressé à la musique électronique d'abord en tant que technique pour produire du son. Alors moi, pas du tout. Donc c'est justement pour moi pas du tout la passion de la technologie, parce que pour moi c'est un non-choix. Donc c'est que j'aime vraiment cette musique. Je crois que je suis vraiment tombée dedans. Comme souvent, ça se crée avec cette musique-là. Elle est tellement différente. C'est-à-dire que moi, je l'ai connue en rave dans les années 90, et il y avait un aura de mystère absolu qui entourait cette musique. Je ne savais absolument pas comment c'était fait. Juste à l'écoute, à l'implication que ça crée sur le corps, sur l'esprit, sur Donc c'est ce d'abord truc extrêmement émotionnel. envoûtant, complètement. Donc, et après, il a fallu comprendre justement comment on y accède, quelles sont les technologies qui ont bien sûr beaucoup évolué en plus depuis, mais trouver les systèmes pour arriver à en faire, à comprendre comment ça fonctionnait. Il n'y avait pas beaucoup d'explications, il n'y avait pas Internet, etc., etc. Donc pour moi, c'était vraiment une aura de mystère sur une musique que je trouvais fascinante, mais la technologie était Elle vient après quelque pour chose toi, à franchir. Ouais. Et pour toi, Antoine, tu étais un geekos de première S ou Moi, j'ai d'abord découvert en musique, je crois que je devais être en seconde, on m'avait donné un disque, les premiers disques MP3, il y avait énormément de choses dessus et ça allait de Aphex Twin à des choses un peu hard tech françaises, tu vois. Et du coup, ça a été d'abord en écoutant ça, et j'ai découvert la sensation de le voir en live quelques années plus tard en sortant. Et oui, mais je dissocie du coup dans les musiques électroniques. Il y a une partie qui est la plus célèbre et qui est la partie festive, dansante. Les dance music, c'est une énorme partie des musiques électroniques. En général, on la connaît par là. Puis il y a aussi les musiques concrètes, et c'est pour ça aussi que ça fait il y a toute une partie de ces musiques qui est plus intellectuelle. Il y a une autre partie qui aussi se mélange avec des instruments non machines, non électroniques. Donc ça. Alors quand on parle de musique concrète, c'est bien, tu me lances le témoin pour lancer la première séquence. On parle d'un truc un peu d'ingénieur, et d'ailleurs c'est aussi pour ça évidemment que l'INA, alors pas que évidemment. Il y avait déjà des ingénieurs et des artistes, et il y en avait au GRM qui certains étaient beaucoup plus ingénieurs. Alors le GRM, c'est le groupe de recherche musicale qui est intégré à l'INA depuis 1958. Hein. Alors, je sais pas depuis quand il est intégré à l'INA, mais il existe depuis 58. Ouais, ok. Quand je parlais d'ingénieur, je pensais, c'était pour ça, c'était le petit trick, je pensais à Pierre Schaeffer et à Pierre-Henry. On va justement lancer la première séquence et on va se replonger un peu aux origines de la musique concrète. On se retrouve dans quelques minutes. « 3 millions d'euros en une année, en fait, à l'époque, c'était beaucoup, mais aujourd'hui, ça a éclaté un peu les scores, non C'est x10 ou x15. Ok, c'est genre Neymar, quoi. C'est peut-être pas Neymar quand même, non. Quand même pas Neymar. Je pense pas non plus, mais
C'est beaucoup Ça va plus- très haut. C'est pas du foot non plus. Non. Ok. Alors, bon, on a vu comment un monsieur en cravate a donné naissance si je suis la généalogie, à un nouveau mode d'expression, être dans sa chambre et s'adresser au monde entier. On est donc là sur quelque chose qui est très frappant, peut-être, on revient sur la question du futur. On est chez des gens qui ne pensent pas à l'origine que ce qu'ils sont en train de créer va se répandre sur la planète comme étant un phénomène culturel. Pierre Schaeffer, Pierre-Henri, c'est quoi à l'origine? C'est d'abord des expérimentateurs, c'est des ingénieurs, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le terme, c'est des futurologues, et est-ce que vous, c'est des gens qui vous inspirent? Ce qui est amusant, c'est qu'à son époque, il était considéré comme un alien, très mal considéré. Toute sa famille faisait de la musique classique, était dans ses élites culturelles, et lui était considéré comme quelqu'un qui faisait n'importe quoi, en fait, qui faisait pas de la musique. Et il y a une notion qu'il explique dans le début de la vidéo, c'est d'être capable de considérer que tout potentiellement peut être de la musique à condition qu'on le fasse. Donc il y a les machines qui permettent de les répéter, de modifier les sons, de travailler sur les sons. Mais l'intention, c'est de considérer que tout son puisse être... et donc ça, c'était très nouveau à l'époque. Et il y a eu d'autres personnes avant lui qui faisaient aussi des expérimentations. Il y avait notamment, c'est toujours un dialogue entre des inventeurs, des artistes, et le résultat de cette culture, c'est le résultat d'un processus complexe. Mais par exemple, il y avait Léon Térémine dans les années 10 ou 20 en Russie qui a inventé cette machine, la térémine, qui permet de faire de la musique sans la toucher, simplement en s'en approchant avec des ondes radio. Ça a été un flop commercial et ça n'a pas du tout marché à l'époque. Et au bout de quelques années, les prix ont baissé et puis des artistes ont commencé du coup à pouvoir se l'acheter et à commencer à expérimenter. Mais c'est un dialogue permanent entre les technologies, les instruments et les artistes. Maud, Pierre Schaeffer, ça t'inspire comme quand on est journaliste et quand on lit Actuel? Ouais, c'est un grand ancien? Oui, bah c'est un savant fou pour moi. C'est vraiment, Mais qui a une tête de comptable. Enfin, je veux dire. Oh, sa tête, je sais pas si un on peut look, juger ça, mais tu vois. oui, un look. Mais c'est un peu un savant fou, effectivement. Enfin, c'est quelqu'un qui a été fouillé dans des domaines. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait pas mal dans ce qu'on vient de voir, c'est l'évolution entre ces mecs-là qui étaient vraiment qui tâtonnaient totalement, et à la fin, le mec détient absolument tous les codes, hein, donc il n'y a plus de mystère. Et en fait, ce qui s'est passé avec cette musique-là, c'est aussi... ça rejoint encore mon histoire personnelle dans cette musique, c'est que quand je suis allée la première fois écouter ce son-là, donc j'ai découvert le son électronique dans une rave et je ne comprenais absolument filmé, pas. D'ailleurs. Oui, c'est pas moi qui l'ai filmé. Pas toi qui l'as filmé, mais tu as fait la musique sur le film. Voilà. Et en fait, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Je ne savais pas ce que le DJ faisait. Je ne comprenais pas comment il pouvait y avoir ce tempo équivalent tout le long. On ne nous expliquait pas que en fait, le disque de gauche allait se mélanger avec le disque de droite. Enfin, en gros, il y avait une aura mystérieuse et extrêmement attirante autour de tout ça. Et puis petit à petit, donc les recherches, les expérimentations de chacun, et tout s'est un petit peu simplifié pour devenir accessible à tous aujourd'hui, dont le mec à la fin dans sa chambre, donc il sait absolument tous les codes pour construire un morceau, il a des plugins extrêmement simples qui sont bien loin du départ de l'électronique et de la musique concrète, où les gens recherchaient eux-mêmes des sons, les fabriquaient. Enfin, l'histoire de la musique électronique va vers une grande simplification quand même des matériaux et de la façon de le faire. Alors, même si toi, Antoine, tu as publié un manuel de DJing pour permettre à ceux qui sont vraiment nuls de pouvoir commencer à mixer dans leur chambre. Pas ceux qui sont vraiment nuls, c'est ceux qui veulent commencer. On est tous vraiment nuls avant de commencer. Et oui, c'est vrai que toutes les technologies, celles qu'on utilise pour faire de la musique, mais celles qu'on utilise pour s'informer, sont plus accessibles aujourd'hui. Et donc ça fait que potentiellement, tout le monde peut mixer et tout le monde peut essayer de faire de la musique sur son ordinateur. Ça ne veut pas dire que tout sera bien, mais ça veut dire qu'il y a un retour à quelque chose qui avait disparu, que c'est la pratique amateur.
Et avant qu'on puisse enregistrer la musique, ça se faisait en famille. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui joue à côté de soi pour en entendre. Et avec l'arrivée des studios, de ces grosses machines qui prenaient des pièces entières pour faire de la musique, c'est devenu une affaire de professionnels jusqu'à ces derniers temps où, par le DJing, par exemple, les platines DJ ont dépassé les ventes de guitares depuis quelques années, donc ça continue à aller dans ce sens-là. C'est aussi une bonne chose qu'elle soit aussi facile de commencer, d'essayer. Ça devient agaçant s'il y a immédiatement des prétentions de vouloir devenir sur une scène le meilleur DJ du monde. Mais ça ramène de la pratique amateur et ça fait qu'aujourd'hui, il y a en tout cas énormément de productions qui arrivent du monde entier parce qu'effectivement, avec un ordinateur, on peut déjà faire quelque chose. On ne peut pas forcément faire quelque chose de professionnel, mais on peut faire de la musique. Une démocratisation de la pratique. Bon. Et peut-être c'est un tropisme personnel à cause d'Uzbek Erika qui traite beaucoup de la question technologique, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression depuis quelques années d'assister à une sorte de reflux de l'amour pour la technologie vers plutôt du low-tech, de la technocritique parce que la technologie serait diffusée depuis le réacteur de la Silicon Valley pour impérialiser les esprits mondiaux et comment on fait quand on fait œuvre et métier d'utiliser la technologie dans un mouvement de reflux. En tout cas, le sentez-vous, ce mouvement de reflux? Il existe, il y a aussi des mouvements de suradhésion, il y a des gens qui commencent à s'implanter des machines sous la peau, mais oui, à chaque fois qu'il y a une invention, à chaque fois qu'il y a une révolution humaine, il y a aussi une réaction. Il y a des gens qui sont plus réactionnaires que d'autres et parfois c'est aussi pour des bonnes raisons. La technologie, c'est pas bien ou soit. Ça se tweet. Il y a des bonnes raisons pour être réactionnaire. Non, ils peuvent avoir des bonnes raisons. Mais ça veut dire que la technologie, c'est ni bien ni pas bien. Ça dépend ce qu'on en fait. Voilà. Oui, je suis assez d'accord. Hein. J'aurais pas de grande... Oui, c'est à peu près. Non, mais c'est vrai que c'est une musique futuriste à l'origine. Or, il y a quand même une petite crise dans l'imaginaire du futur. Donc, est-ce que vous vous sentez victime de ce reflux, de ce moment un peu de dystopie au sens de l'inverse de l'utopie? Paris, oui. Ah. Non, mais il y a des pays plus réactionnaires que d'autres. Nous, on est un vieux pays et culturellement, ça se sent aussi dans les musiques électroniques. C'est-à-dire que les deux musiques qui sont à la mode à Paris, qui sont la techno et la house, existent sous une forme qui n'est pas révolutionnaire par rapport à il y a 25 ans ou 20 ans en ce moment. Parce que, mais en fait, à chaque fois qu'il y a une crise économique, il se passe ça. C'est même carrément, ce qui marche aujourd'hui, c'est vraiment ce qui se faisait il y a 20 ans. Mais parce qu'à chaque fois qu'il y a une crise économique, il y a une crise de confiance et on reconstruit des frontons néoclassiques et en musique, on refait des choses à l'ancienne et puis on remet des vestes et des chemises et puis c'est cyclique. Un truc. Il n'y a pas de progrès, c'est du cycle. Non, c'est que quand on a peur du futur, on se réfugie dans ce qu'on connaît. Donc en fait, ceux qui ont été au sommet de la gloire technologique, musicalement parlant, dans les années 90, ont toutes les chances aujourd'hui d'être... C'est le cas. Tous les mecs, tous les DJ de tous ces labels en Belgique, Banzai, etc., il y a un renouveau et ils sentent vraiment qu'aujourd'hui, ils peuvent faire de l'argent. Donc des mecs qui se vendaient il y a 2-3 ans 500 balles, ils commencent à demander 15 000 balles pour venir jouer et faire des plateaux spéciaux. Enfin, il y a ce retour. Vous n'allez pas nous dire, vous, vous en êtes d'un point de vue commercial, quand même. Même si je vous pose la question. D'un point de vue commercial, tu veux savoir combien on gagne? Est-ce que vous êtes beaucoup plus bankable qu'avant, par exemple? J'avais pas du tout prévu vous poser la question, mais je rebondis, je prends la balle au bon. Toi, oui. Moins que Maud. Ah oui, bah évidemment. Je sais pas quoi répondre. Non, mais c'est le fait que l'industrie soit autant développée dans le monde entier, ça a plutôt, et qu'il y ait des superstars qui prennent un demi-million d'euros pour un DJ set, ça a fait que même dans les niches, ça a un peu professionnalisé le secteur, ça a tiré vers le haut. Moi, quand j'ai commencé, on était payé, on fallait attendre la fin de la soirée que les barman aient été payés pour être payés, parfois. Aujourd'hui, on est payé en amont, on a parfois un contrat, c'est pas encore... tout clean partout, et tant mieux, ça laisse aussi une petite partie de liberté, mais ça c'est les cachets, il y a je pense plus de DJ aujourd'hui qui vivent avec des cachets un peu plus conséquents. Ouais, et puis il n'y a plus de système de black, machin, enfin tout est quand même extrêmement structuré, et ça protège les artistes, c'est plutôt une bonne chose. C'est là où on rejoint plus le foot, là il y a des agences de booking, okay. Il y a des scouts. Dernière question avant qu'on passe à la séquence d'après, sur le caractère, je dirais, je vais mettre un peu dans le plat, mais bon, classe moyenne blanche de la musique électronique.
On a coutume de dire comme ça dans les grands traits que il y aurait le mouvement hip-hop qui serait une musique, disons, issue des banlieues et des catégories, on dirait aujourd'hui racisées de la population. Et puis de l'autre côté, de la musique électronique un peu plus à la Étienne de Crécy, comme qu'on voyait dans l'extrait. Est-ce que le mix entre toutes ces musiques et toutes ces origines sociales et ethniques s'est opéré avec le temps? Ou est-ce que ça reste encore... Ça s'est opéré, pardon. Ça s'est opéré aux États-Unis quand les gens de Chicago et Détroit ont écouté à la fois ce qui venait de la Jamaïque, à la fois ce qui venait du jazz, à la fois ce qui venait d'Europe, et que le disco s'est transformé en house, puis en techno. La house et la techno viennent des mêmes quartiers que le hip-hop et des mêmes milieux sociaux plus ou moins. Et des mêmes bidouillages technologiques avec le dancehall, Kingston. Ouais, exactement. Et puis la culture du DJ aussi vient beaucoup de Jamaïque. Donc, à l'origine, dans les dance music, à l'origine, dans les années 80-90, le mélange était de fait parce que c'est les mêmes machines souvent. Ça se passait à 2 rues d'écart et c'était dans des soirées, il peut y avoir un mélange des deux. C'est vraiment c'est le fruit aussi de toute cette culture afro-américaine. En France, ça s'est passé très différemment parce que tous les gens qui avaient accès aux studios qui permettaient de faire cette musique étaient ceux qui étaient dans les élites culturelles. Donc en France, quand les jeunes ont écouté les musiques qui venaient de Chicago et Détroit, ceux qui avaient accès à ça venaient plutôt de Versailles, pour caricaturer. Et du coup, Tu penses à des gens en particulier? Plein. Ok. Maud? Ouais, il y a ce truc-là avec ce qu'on appellerait la French Touch, par exemple, qui est un mouvement catégorisé assez haute élite culturelle, puisqu'effectivement versaillaise, etc. Mais dans la musique électronique, il y a énormément de catégories sociales. Si on prend le gabber hollandais, je suis pas sûre que ça soit une élite culturelle. Je pense que c'est vraiment des gens plutôt de la population. Des classes populaires. Oui, plutôt. Et donc, selon le style en fait, de musique électronique, j'ai l'impression que ça catégorise beaucoup les profils socioculturels. C'est-à-dire que quand on va dans une soirée hardcore, ça sera peut-être pas la même chose qu'une soirée house, champagne, French touch du centre de la ville. C'est Coke. Par exemple, Coke contre Taz ou un truc comme ça, quoi. Dis-moi ce que tu consommes, je te dirai qui tu es. On va revenir évidemment sur la French Touch dans la dernière séquence. Mais ce que je comprends de ce que vous nous dites, c'est quand même qu'on a une vision assez française de ce mouvement culturel et que c'est pas pareil quand on voit les choses de notre lorgnette que quand on est en Chine, aux États-Unis ou même en Afrique. Encore une fois, on parle de grandes dominantes éventuellement, mais tout existe et en France, la musique électronique existe aussi dans tous les milieux sociaux et elle est consommée et produite dans tous les milieux sociaux aujourd'hui. C'est simplement que on parle beaucoup de French Touch parce que ça a été le dernier grand succès commercial de la musique électronique française, aussi parce que c'est l'image que les étrangers attendent de la France. Les étrangers ont envie de voir des Français avec des chemises, des mèches sur le côté et une musique qui fait penser au champagne, à l'art de vivre, à la joie de vivre. On va parler du concept d'élégance d'ailleurs dans la dernière séquence, mais on va tout de suite enchaîner avec la séquence numéro 2 qui est là plutôt sur, je dirais, le caractère sulfureux des musiques électroniques et qui fait peur aux parents et à Margaret Thatcher. On lance la deuxième séquence et on se retrouve tout de suite. Alors, c'est pas que la picole, hein. Donc on va revenir sur les questions sulfureuses après. Ce qui est frappant quand on regarde un peu les termes qui sont utilisés, on entend entraide, joie, bonne humeur, énergie, bonnes vibes, avant toute chose. Donc là, on est dans la techno qui est une part de la musique électronique, mais est-ce que c'est la musique techno, c'est d'abord une idéologie de la fête, comme disait Yves Michaud en écrivant Ibiza, mon amour. C'est faire la fête, c'est les bouddhistes aujourd'hui diraient le lâcher prise. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans ou c'est pas trop votre truc?
Bah, y a une expérience commune, ouais. Il y a quelque chose du être ensemble. Ça résume assez bien quand on voit ces gens, donc la Free Party. C'est comme recréer une espèce de société temporaire, enfin un moment temporaire comme ça, un peu hors du temps, hors du monde. En tout cas, je parle pour ce genre de fête, les rave parties. Je parle pas pour les clubs en ville où Non, là on est sur vraiment autre chose. la techno Voilà, parade, les raves, l'hacienda. Oui, c'est une expérience commune de lâcher prise, d'oubli du temps, de l'heure. Mais il y a encore ça aujourd'hui, cette espèce d'amour universel où ça a un peu reflué. Non, c'est une vraie question. Non, oui, je trouve que dans plus d'autres soirées, ça dépend lesquelles en fait. Aujourd'hui, c'est devenu la musique dominante donc, pour les soirées. Dans le monde entier, du coup, les clubs bling où il n'y a pas d'amour et qu'il n'y a que de l'argent jouent la même musique plus ou moins qu'un club qui ne laisserait rentrer que des passionnés de musique. Donc ce qui se passe à l'intérieur dépend plutôt de si c'est un club bling et pas de la musique vraiment en elle-même. Mais dans les endroits où on arrive encore à faire en sorte qu'il y ait un public qui vient pour cette expérience-là, s'il y a un inconnu à côté de soi qui se sent pas bien, il y a toujours 10 personnes qui vont lui apporter un verre d'eau, qui vont faire attention. Je vois encore beaucoup ça, et ça, beaucoup plus que dans le reste de la société, c'est sûr. Mais alors, c'est amusant parce que donc, on voit comment, je parlais tout à l'heure en introduction de Margaret Thatcher qui a marqué un coup d'arrêt en 88-89 au moment du deuxième été de l'amour, le deuxième Summer of Love, le premier étant San Francisco 67, qui a finalement donné l'occasion de sortir les raves de l'officiel. Et peut-être elle a créé les raves. Elle a créé les raves. Mais bien sûr, elle a permis, disons, d'aller dans des friches et d'envahir et d'expérimenter dans des friches. Et puis tout à coup, tu utilises, Antoine, le terme de bling, ça revient dans quelque chose peut-être de plus cadré. Est-ce qu'on est dans ce moment historique après l'underground, une sorte de retour à l'officiel? Aujourd'hui, il existe tout en fait. C'est ça qui est génial en tant que passionné, c'est que quelle que soit sa passion ou son style de vie, on peut vivre cette musique dans tous les cercles de la société. Il y a plus, on peut vivre aujourd'hui en faisant un label qui sort que en vinyle, qui n'est pas présent sur Internet et qui fait des soirées à Paris dans des parcs, j'en sais rien. Où on peut se dire, ok, je vais être numéro 1 mondial. Il y a des visions très de performance. Et puis en France, il y a une notion de raffinement. Tout à l'heure, on parlait de la création quand elle venait des ghettos en musique. On appelle ça ghetto musique. Donc c'est une partie de la musique électronique qui viendrait des mêmes endroits que le hip-hop. Et moi qui m'intéresse parce que c'est souvent le moment où il y a une infraction. Et ensuite, cette musique, elle existe de ça jusqu'au surraffinement qui se passe encore une fois dans les élites. Alors comment on fait pour rester un peu subversif quand Jack Lang et Frédéric Mitterrand viennent mettre un gros coup de tampon sur cette culture? Quand vous avez vécu ça à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, vous vous êtes dit merde, ça y est, je fais comme grand-papa? Moi, je trouve ça toujours extrêmement vivace. C'est-à-dire qu'en dehors de cette institutionnalisation de cette musique, en exemple, à Paris, il y a énormément de soirées qui ont lieu tous les week-ends sous le périph', où il y a vraiment des milliers de gens qui payent quasiment rien pour aller dans des endroits underground, vraiment. Donc ça continue, bien sûr, et c'est tellement vaste, c'est clair que ça a pris c'est vraiment la musique la plus étendue. Donc il y a un panel de toutes sortes de soirées. Ça va du petit club du centre-ville extrêmement chic jusqu'à ces friches industrielles en bord de Paris, comme la Péripate, ou des soirées comme ça qui sont pour le coup très underground, réellement. Mais c'est marrant, Antoine, tu dis que c'est la musique la plus écoutée dans le monde, mais si tu prends Deezer et Spotify avec les top 100 de tous les pays, on a une hégémonie du rap, globalement du hip-hop. Donc c'est quoi, c'est de la méthode Coué, ou c'est parce que tu penses que c'est la même chose? Non, mais ça dépend. Il faut revenir à la définition du début. Soit on considère les musiques électroniques comme étant toutes les musiques qui utilisent des
technologies avancées pour être produites. Dans ce cas-là, on peut mettre 100% des musiques actuelles qui sont à un moment donné faites par un ordinateur. Si on dit juste électro, par exemple, électro, ça veut juste dire un courant musical qui a eu lieu... ça veut dire plusieurs choses. La techno s'appelait électro, c'est aussi appelé électro à ses débuts. Ça peut aussi désigner le style de musique de Justice. Justice, on va y venir après quand ils vont se la péter un peu à New York. Donc tout est, en fait, par exemple, aux États-Unis, même la country se vend plus que le hip-hop. Donc le hip-hop et la musique électronique, et aussi parce que moi, ce qui me passionne, c'est les hybridations entre les deux, et qu'à la frontière des deux, il existe énormément de choses. Mais même il y a quelques années, je sais pas, quand les Black Eyed Peas sortent un album qui est joué au Super Bowl, en fait, la musique qu'ils ont fait sur cet album, elle vient d'un ghetto à côté de New York qui s'appelle Jersey, et ce genre de musique s'appelle le Jersey, et eux, ils ont juste emmené ça sur la scène internationale. Du coup, ça reste de la musique électronique, même quand c'est de la pop, même quand il y a aussi des influences hip-hop. Disons que tout ça est moins compartimenté qu'avant, et qu'on peut évidemment regrouper tout ça sous un étendard. Alors néanmoins, on voit bien quand même, là on est un peu dans le cœur des années 90, que ça véhiculait aussi une image de la contre-culture, de cultures alternatives, parfois liées à la question de la drogue, à des choses interdites, disons. Est-ce que ça, tu nous dis, Maud, que ça existe encore un peu sous le périph', mais enfin, c'est comme ça qu'on... Un peu plus qu'un peu sous le périph', ça existe vraiment de manière très vaste. Moi, je suis un honnête père de famille, donc je ne savais pas. Mais on a découvert en grand public l'émergence de la musique techno via les raves, les interdictions. On voit les flics qui viennent empêcher... avec des parents qui se posent 1000 questions. Enfin, c'était ça la musique techno dans les années 90. Est-ce que c'est tari Ça avait fait la même chose avec le rock, ça avait fait la même chose avec le jazz. Henry Ford, le grand patron de Ford, qui était donc à Détroit, considérait que le jazz était une musique répétitive, aliénante, une création des Juifs de Brooklyn pour aliéner le peuple américain. Donc c'est souvent un problème de compréhension de ce qu'est une culture, et quand on opprime une culture qui vient d'un mouvement humain, elle réussit quand même toujours à exister dans les marges. Et aujourd'hui, cette marge, c'est le périph' et ce qu'on nous en laisse, parce que le reste de ce qui se passe à l'intérieur des murs de la ville est souvent plus conventionnel. Il y a une expo en ce moment à la Philharmonie où on voit que la musique techno et le mouvement gay et le mouvement de lutte contre le sida, en particulier chez ACT UP, étaient très fusionnés. Et il y a notamment une affiche d'ACT UP qui dit « Danser égale vivre ». Il y avait aussi là quelque chose de l'ordre de la grosse contre-culture contre la société officielle. Moi, j'ai pas le sentiment de revoir ça aujourd'hui dans l'espace public. Alors dans l'espace public peut-être pas, et puis pas de la même façon, mais il y a toujours des gens qui s'opposent à la société, il y a toujours des gens qui ont un état d'esprit punk sans se réclamer forcément du label punk, qui vont faire les choses eux-mêmes, qu'ils aient de l'argent ou qu'ils n'en pas, qui vont être un contre-pouvoir, dire des messages qui vont à l'encontre de ce qu'est la bien-pensance d'un instant T. Ça existe toujours. Ensuite, ça dépend sur la place publique. Aujourd'hui, ça s'est tellement professionnalisé que ceux qui arrivent à avoir le plus d'espace, c'est ceux qui se sont le mieux structurés et qui sont les leaders du secteur. Mais les marges existent toujours, et c'est là qu'il faut aller fouiller. C'est toute la question de savoir d'où vient la valeur d'une culture. Est-ce que la valeur d'une culture, elle vient du haut et de ceux qui la lead sur le plan économique, ou est-ce que la valeur de cette culture, elle vient des différentes niches, de tout ce qui s'y passe, et qui finit par est-ce que ça ruisselle ou est-ce que ça infuse? Moi, je pense que plutôt que ça infuse. Ok, donc t'es pas dans le ruissellement, quoi. T'es un punk. Il y a moins de labels, en fait, c'est ça, c'est qu'on est moins obligé de s'arrêter à... Non, mais c'est typiquement, c'est Ibiza. À Ibiza, on a les grosses boîtes, les gros DJ, ceux qui prennent un demi-million par soir, et puis il y a le Ibiza méconnu, si j'ai bien compris. C'est pas le Ibiza méconnu, c'est vraiment que méconnu de l'automobiliste ou du touriste qui débarque en avion et qui voit les affiches de 6 mètres sur 12. Ça, c'est entrer dans un cliché aussi, parce que c'est pas, ça représente pas non plus l'ensemble de la musique électronique aujourd'hui. Oui, il y a des charters de touristes qui vont bouffer des tasses en écoutant la house et de la techno pendant 1000 heures, mais ça, c'est devenu
un gros marché, c'est devenu une fric à pognon, mais à côté de ça, ça se développe énormément. C'est-à-dire que vraiment en Europe, à Paris, parce que je parle aussi de ce que je connais, c'est très répandu. Il y a vraiment un grand mouvement underground. Quand les mecs disaient danser égale vivre, c'était aussi dans la danse, on abolit toute barrière, etc. Et je sais qu'il y a des endroits aujourd'hui qui sont vraiment, qui pour moi représentent ce truc de danser égale vivre, parce que je suis allée y jouer, donc j'ai vraiment vu, je connais. Le pulp à l'époque. C'est encore autre chose le pulp, parce que c'était un petit fief enfin c'était formidable. Enfin, moi j'ai appris à mixer là vraiment, et c'était un petit club dans le centre de Paris qui était un club lesbien, qui a amené tout un style musical. On sortait aussi de la French Touch, de toute cette musique, de la house aussi, des choses au kilomètre, dans des grands clubs et tout ça. Et puis là, on est reparti dans un mouvement de petite taille. Et puis je pense que c'est là aussi où est né toute l'électroclash, enfin toute cette scène. J'ai l'impression que c'est un peu là que c'est né. Et non, c'est des allers-retours, il y a des mouvements qui se créent, des musiques qui se mélangent, tel style avec tel autre style. Enfin, pour moi, je trouve ça très, très vivace encore aujourd'hui, la musique électronique. Tant mieux. Alors, French Touch, on en a parlé, on vous l'a promis, on vous a promis Justice, les voici, ils arrivent. On se retrouve tout de suite. Alors, jaloux? Antoine? L'élégance à la française. Bon, on l'a pas vu là. Ah bah le vendeur new-yorkais dit que c'est la classe, que c'est l'élégance. Donc mais c'est une idée de l'élégance à la française. Qu'est-ce qui se passe? T'as un problème avec ces gens? Non, mais en plus c'est bien. Bon, là, donc on est plus vers aujourd'hui. Hein. Grâce à eux, aujourd'hui, c'est plus la honte de dire qu'on est français et qu'on fait de la musique. Avant, il fallait un peu faire oublier, essayer de parler anglais le mieux possible, aller à Londres et espérer que ça marche là-bas. Grâce à ces différents succès commerciaux, aujourd'hui, ça a identifié la France comme une terre de musique électronique. Donc pour cette raison-là, c'est une très bonne chose. Et ça dure encore. C'est Bob Sinclair, Guetta. Il n'y a pas que ça non plus. Non, mais alors, bon, c'est là, on sent qu'on arrive chez des spécialistes, puisque non, pas mais besoin d'être grand spécialiste pour savoir que Bob Sinclair n'est pas non plus le. Non, mais une fois, j'ai parlé. Summum du bon goût. Ok. Non, mais c'est comme quand on parle de Philippe Stark, un designer, il fait mais non, mais en fait, c'est pas ça le design. Bon, donc vous êtes des puristes, c'est ça? Je pense qu'en fait, dans la musique électronique, il y a depuis des dizaines d'années une notion de... la scène rave s'est fédérée un peu contre les artistes qui placardaient leurs images et où il y avait une personnification des musiques. Donc il y a une notion de l'anonymat dans la musique électronique qui fait qu'en fait les meilleurs ne sont pas les plus connus. Dans les hip-hop, Jay-Z, je sais pas, il y a beaucoup de gros noms qui sont aussi reconnus par les connaisseurs. Comme des artistes. Même ceux qui vendent beaucoup. Dans la musique électronique, ceux qui vendent beaucoup, c'est en général parce qu'ils ont d'abord essayé de vendre beaucoup et ils ont dû faire de la musique pour toucher autant de monde. Et du coup, c'est peut-être pour ça que ça nous touche moins aussi. Regarde maintenant dans le rap, regarde PNL, Cocra. Tu vas pas lancer la... Si, mais moi ça j'aime bien. Ouais, attendez, vous voulez faire un vrai débat sur PNL? mystérieux. Moi je veux bien. Hein. Alors. Non mais ils sont aussi dans cette aura de mystère, donc ils sont pas non plus en mise en avant. Bah oui, un partenariat avec Uber, c'est hyper mystérieux quoi. Non mais ils se mettent pas en avant, il y a c'est vrai. C'est une communication qui reste mystérieuse. Est-ce que là, si on prend un peu de hauteur philosophique, entre guillemets bien sûr, on peut pas dire que en tant que Français, donc quasiment en tant qu'universaliste, les Dunkel, les Daft Punk sont quand même aujourd'hui en train d'irriguer une certaine forme de culture, pas seulement par leurs concerts et par leurs disques, mais aussi parce qu'ils sont appelés pour aller produire, pour aller faire l'album de tel ou tel. Et il y a quand même quelque chose aujourd'hui de l'influence culturelle, comme avant il y avait un... Aujourd'hui, le français peut-être le plus influent dans cette définition-là, ça serait DJ Snake, par exemple, qui fait une musique qui est très très hip-hop, très EDM et ultra commerciale. Mais... Alors, moi je sais maintenant ce que ça veut dire EDM, mais est-ce que tu peux le dire pour tout le monde?
Ça veut dire Electronic and Dance Music, et c'est simplement un outil marketing américain à la base. Ça a été créé par des marketeurs pour réussir à mettre sous une étiquette la musique électronique et la vendre aux millennials. Et ça a marché. Et en ce moment, c'est la Chine qui s'est enflammée d'EDM et qui est certainement un des plus gros marchés, en train de devenir un des plus gros marchés pour cette musique-là. Mais il n'y a pas de Chinese touch, ça reste... Ça commence en fait, c'est nouveau. Ça commence. Ça commence, ouais. Vous avez été faire un tour, vous deux, en Chine Ouais. Non, mais oui, enfin, c'est pas là que j'ai découvert, c'est Internet, hein, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a une scène qui commence à émerger. En Corée aussi, enfin, en Asie, en fait, il y a beaucoup de choses. Et en fait, c'est ça, c'est que ça a été beaucoup pour ces 70 dernières années une musique très occidentale, et qu'aujourd'hui, ça l'est quasiment plus. Il parlait de Londres comme la Mecque du disque, c'est toujours vrai. En termes d'industrie, aussi de créativité, il y a quelque chose en Angleterre, je ne sais pas, où ils arrivent à la fois à avoir quelque chose de très médiatique avec des choses qui pourraient nous paraître commerciales, mais tout en gardant une qualité et une innovation permanente. Mais du coup, aujourd'hui, ces musiques qui à l'origine viennent plutôt ou étaient popularisées par des pays occidentaux, qui ont pillé aussi beaucoup de rythmes en Afrique, et qui sont allés diguer, en l'occurrence. Aujourd'hui, on voit des scènes qui arrivent. Il y a une scène qui est géniale au Ghana, il y a des scènes au Mexique, il y a une scène en Chine. Ça commence, ça dépend pas tous les pays de la même façon. En général, ils commencent par... il y a une première élite qui a accès à la musique occidentale, donc ils vont commencer par ouvrir des boîtes de nuit un peu new disco, des choses assez faciles d'accès, assez conventionnelles. Et puis ensuite, il y a des expérimentateurs qui vont commencer à reprendre des classiques du folklore de leur pays. Alors pour la Chine, ça va être des musiques avec des sons très aigus, des mélodies de cloche et des choses comme ça, et les mélanger avec de la techno ou avec des musiques. Et là, maintenant, ça commence à s'émanciper de tout ça, un peu partout dans le monde, et à créer des choses qui sont vraiment originales, et c'est là que l'avenir est dans ces musiques-là aussi. Est-ce qu'on sent quelque chose de la contestation politique dans des pays avec fort gouvernement autoritaire, où l'Internet est étanche, où c'est difficile de s'exprimer? Tu penses à la Chine, tu parles de la Chine. En Europe de l'Est, beaucoup. En Europe de l'Est aussi, pas mal. Par exemple, Budapest, avec un gouvernement un peu dur, Orban, et derrière une jeunesse qui s'émancipe dans les marges. Je crois que c'est le Bassiani, c'est où? C'est en République tchèque en ce moment, où il y a une révolution qui est justement... Pardon? C'est Géorgie, merci. Ouais, en République tchèque, ça va un peu mieux. Ouais, ça va mieux. Mais en Géorgie, du coup, il y a ce club qui s'appelle Bassiani et qui est à l'origine sous un stade de foot. Et c'est eux, avec leur sound system, qui mènent des manifestations. Et nous, tout ce qu'on en voit, c'est beaucoup d'images assez excitantes où on voit des Là, on est dans l'underground littéral. On est dans un mouvement populaire qui est politique, qui vient du fait qu'il y a un gouvernement assez oppressant et que la techno devient, comme elle l'a été dans plein d'autres endroits du monde, le vecteur, ce qui motive les troupes. Alors, dernière question avant de vous laisser la parole, mesdames, messieurs, et puis surtout avant de donner le micro à l'organisateur d'Ina Sound, Bertrand Maire, qui nous a rejoint. L'intelligence artificielle à la baguette, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça peut potentiellement déshumaniser le créateur, la créatrice que vous êtes? Est-ce que vous y voyez là un concurrent potentiel? Nine. Il y a déjà des disques qui ont été faits, il y a des IA qui produisent. Je les vois pas comme un concurrent. Pour l'instant, c'est assez étonnant. Il y a des stars IA au Japon, par exemple. Ouais, complètement. Mais non, enfin pour l'instant, c'est de la curiosité. Je sais qu'il y a des expérimentations. J'ai écouté quelques morceaux faits par des IA. Bon, c'est assez surprenant, mais rien qui vous disrupte? Pas foncièrement, non. Cool. Ça sera un outil un peu comme un autre. Si l'ordinateur n'a pas tué la créativité, l'IA ne tuera pas la créativité non plus. Surtout qu'elle est pour l'instant quand même plus artificielle qu'intelligente, c'est largement. Et puis elle ne se drogue pas. Elle a pas l'intelligence artificielle, elle n'a pas de conscience. La conscience artificielle, ça n'existe pas. Et la créativité vient plus de ça que d'une analyse mécanique de ce qui existe pour la reproduire. Ça ne veut pas dire qu'il y aura certainement des belles œuvres qui seront produites un jour avec de l'IA. Pour l'instant, c'est nouveau, c'est assez simpliste.
Ok. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous avez des questions pour nos invités? Je vous vois mal, vous êtes en contre-jour. Oui. Est-ce qu'il y a un micro qui peut... tout à fait, qui arrive. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter en 2 secondes, juste pour voir d'où Bonjour. vous parlez Vous m'entendez? Ok. Je m'appelle Jean. Je fais de la recherche sur les nouvelles pratiques de musique électronique à l'Institut français de presse à Paris. Et je suis aussi acteur modeste de la scène parisienne, très très modeste. Et, Mais acteur. Mais acteur quand même, voilà. Et mes recherches donc se situent aujourd'hui sur, on va dire, l'avenir de ces nouvelles pratiques. Et je voulais avoir votre avis, Maud et Antoine, sur, on va dire, les perspectives d'évolution, parce que ça fait depuis 4 ou 5 ans qu'à Paris, la scène techno croît de manière vraiment exponentielle et qu'on arrive, on pourrait dire, à une uniformisation du marché, entre guillemets, avec souvent les mêmes grosses têtes qui reviennent, etc. Puis récemment aussi pas mal des nouvelles vagues de répression, pas mal de soirées annulées, etc. Du coup, je voulais avoir votre avis. Est-ce que, parce que pour le moment, les différentes hypothèses sur lesquelles je travaille, ce serait le fait que ça se tasse et que ça, comment dire, ça se tasse, puis qu'il y ait des nouveaux genres de musique qui se développent, ou alors que ça s'hyper spécialise et qu'il y ait par exemple d'un côté la techno industrielle, de l'autre côté la micro house, enfin vraiment des segments précis, donc pour des goûts précis et des choses moins larges. Ou alors est-ce que ça pourrait se radicaliser à nouveau? Voilà, désolé de faire un peu la Madame Irma, mais voilà, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Merci. Très bonne question. Maud disait que c'était vivace tout à l'heure. Ah oui, donc, c'est confirmé, je crois. Mais, oui, c'est. En fait, une de ces hypothèses, c'est que ça peut se tarir aussi. Donc, non, mais moi, je pense que effectivement, la vague de répression qu'on sent arriver, je pense que tout ce qui se passe actuellement en banlieue va pas durer éternellement. Aussi parce que c'est des endroits qui sont encore un peu en friche, mais de toute façon, le Grand Paris s'étend et puis il va y avoir. Tout ça va être racheté par des. Enfin, je pense que ça va pas durer, ça c'est sûr. Dans combien de temps, je ne sais pas. Est-ce que ça va jouer sur les styles musicaux? Est-ce que ça je sais pas trop, quoi. Je pense juste que ça durera pas et on est dans un mouvement comme ça qui effectivement tend à être un peu réprimé depuis quelques temps. Ouais. Ouais, on a hâte que ça soit plus à la mode. Non, en fait, je pense que dans ta question, il y a beaucoup de choses qui dépendent de la société et de comment cette société évolue. Et ces créations, cette musique, elles sont le produit de leur environnement. Et on le disait tout à l'heure, si aujourd'hui elle peut paraître dans ses versions, dans ce qu'on voit le plus, qu'une version qui a déjà existé, comme la techno et la house, des choses qui existaient déjà il y a 20 ans. Si tous, en tant que société, on se repassionne d'avenir et qu'on décide de créer des espaces pour notre culture qui soient pas simplement des grands musées, pas simplement des lieux institutionnels, et que l'effort soit pas tellement sur comment on institutionnalise cette culture, même si c'est bien, c'est des expos pour la raconter, ça alimente la conversation. Mais j'espère, parce que sans dire ce qui va se passer, on peut qu'espérer que de nouveaux espaces seront disponibles pour une création qui n'est pas forcément celle qu'on voit le plus, celle qui est la plus rentable, et qu'il puisse y avoir des espaces aussi dans Paris. Par défaut, du coup, en ce moment, cette créativité a tendance à s'éloigner de plus en plus du centre de la ville, et du coup, en périphérie et en banlieue et dans plein d'endroits, il y a effectivement des endroits qui témoignent d'une scène vivace, qui se renouvelle, qui continue à se développer de manière différente, mais il y a peu de place qui est créée par ça dans la ville, donc on verra, je pense. Merci. Une deuxième question? N'ayez pas peur. Il y avait une question de deuxième rang là, non? Non? Bon, bah alors, oui, là-bas. Ok, c'est à vous. Voilà, moi j'ai une base classique de piano. Bon, je découvre avec vous tout ça, puis mon fils veut faire. Mettez bien le micro devant oui, la bouche. Donc je voulais savoir, j'ai une question. Est-ce que à partir d'une base classique, vous pourriez faire quelque chose en technologie, en techno comme ça?
Bah, moi, j'ai une base classique et ça m'aide à produire de la... En fait, la techno, en fait, la musique électronique, comme on le disait, contient énormément de styles, de genres, mais il n'empêche pas qu'avoir des bases musicales, ça permet aussi soit de les utiliser, soit de s'en affranchir, mais c'est toujours intéressant. Moi, j'ai fait du piano petite, classique, que j'ai arrêté à l'adolescence, mais ça me sert quotidiennement dans mon travail, ouais. Donc c'est pas du tout... la musique électronique se nourrit aussi, bien sûr, des bases mélodiques, du solfège, de tout, des rythmiques apprises. De morceaux connus, comme... Enfin, moi, j'avais un morceau de Beatles Go Baroque. Ils sont partis des musiques des Beatles pour faire du classique. Vous, à votre niveau, ce que vous pourriez faire à partir d'une base, je sais pas, de Mozart ou de Bach vers la techno? Peut-être qu'il serait très content. Non, je pense que ça a été beaucoup fait. Il y a de différentes manières. Quand les synthétiseurs ont commencé à se démocratiser dans les années 60-70, il y avait un artiste dont je ne me souviens plus du nom malheureusement, qui avait fait un album de musique électronique avec synthétiseur et boîte à rythme, qui était une reprise de Beethoven, qui était uniquement des morceaux de Beethoven, bien connus de tout le monde, justement pour dire oui, si on fait une musique plus abstraite. J'allais dire c'était Rondo Veneziano, mais non. Non, je crois pas. Il me semble pas. D'accord. Solwax? Non, mais bien avant, dans les années 60. Giorgio Moroder. Oui. Non, mais on trouvera pas là, hein, vous inquiétez pas. Mais... D'accord, merci. Walter Carlos. Oui, c'est ça, c'est ça. Ben voilà, on a trouvé. Bravo, monsieur. Donc voilà, vous pouvez écouter Walter Carlos. D'accord, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir et de remercier nos invités. Je voudrais, à titre personnel, remercier mes camarades d'Uzbek Erika et de l'INA parce que je trouve que c'est aussi des occasions d'apprendre beaucoup de choses. Je voudrais vous remercier vraiment chaleureusement tous les deux. Et je voudrais donner la parole à Bertrand Maire qui a voulu ce festival et grâce à qui il a lieu. Merci. Je vais me mettre avec toi, Thierry. Merci beaucoup, cher Thierry, pour cette. C'est la première masterclass de Dynasound, la première rencontre. Donc c'est pour ça que je voulais vous saluer tous. M'excuser parce que vous avez fait un peu la queue. J'en suis désolé au soleil. On a pris un petit peu de retard. C'est une première aventure pour l'INA de créer ce festival de musique électronique. Vous remercier parce que vous êtes nos premiers invités. Donc vous avez fait l'ouverture de ce festival que j'avais dû reporter en décembre l'année dernière. Donc c'est très joyeux pour moi de vous accueillir ici. Je suis très heureux de saluer Mo Geffray que j'ai croisé à l'occasion de l'organisation. On a fait une émission sur FIP ensemble. Elle connaît très bien l'INA et elle sera sur scène demain soir. Très heureux de saluer mon compagnon de route Antoine Buffard du magazine Trax, qui est un partenaire fondateur de Dynasound, puisque ça fait plusieurs années qu'on collabore de façon très précieuse avec Antoine. Un grand merci à Géraldine Pouls, Agnès Magnien, Catherine Gonard et toutes les équipes des documentalistes de l'INA qui ont préparé ça. À mon coproducteur que j'ai vu là-bas, Jean-Marc Bohéro, ma coproductrice Myriam Krieger qui est là-bas. Merci beaucoup de votre confiance. Et je salue notre ami Alain Roca. Merci à tous. Alors, il y aura une masterclass de Jean-Michel Jarre à 18h30. Il y aura Matt Black dans 45 minutes, si je ne me trompe pas. Et dans le club à côté, vous avez un DJ qui s'appelle HIV qui va commencer une performance aussi. Et à l'étage, vous avez toutes sortes de découvertes à faire avec des artistes d'art numérique auxquels on a voulu lier la musique électronique. Bon festival à tous et à très vite.